Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Quentin, je suis investisseur majoritairement en crypto-monnaie. Et aujourd'hui, je vais te faire une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo qui va être assez longue où je vais retracer mon parcours complet. On m'a beaucoup demandé en fait de retracer mes expériences et mes apprentissages pour aider les plus jeunes personnes surtout à développer une vision et à savoir comment leurs prochaines années vont pouvoir se dérouler en termes d'investisseurs. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais te développer 4 parties. Premièrement, donc mon parcours entrepreneurial, l'investissement en crypto-monnaie et en immobilier. Ensuite, une partie sur le développement personnel. Après ça, on va avoir une partie sur l'intelligence financière. Et enfin, on va passer au conseil crypto-monnaie. Donc si tu es prêt, c'est parti. Donc je m'appelle Quentin Chapeau, je suis né en 91 au nord de Lyon et j'ai eu des parents assez extraordinaires en fait qui m'ont toujours inspiré, ils m'ont tout donné et ils m'ont toujours forcé en fait à devenir indépendant très tôt. Ma mère était une artiste peintre qui savait tout faire, elle a rénové toute seule des maisons du sol au plafond. Mon père était maître d'œuvre en bâtiment, indépendant depuis 40 ans. Ils m'ont très vite donné envie de faire de l'immobilier et surtout d'investir et de faire de même. J'ai eu une belle enfance et j'étais très tôt et pendant très longtemps en fait, j'ai fait face à une chose particulière. Et cette chose particulière, c'était le rejet de la société. Alors pourquoi le rejet de la société? J'ai eu en fait des longues années de solitude, je suis fils unique, où le jugement des autres m'impactait beaucoup et en fait vraiment venait détruire ma confiance en moi. Je suis issu d'une classe moyenne, donc j'ai grandi dans un environnement normal on va dire. En fait aussi bien à l'école qu'en sport collectif, eh bien, tous considéraient que tout avait été trop facile pour moi, étant donné que j'étais un fils unique, d'un père et d'une mère rentière, un statut, surtout pour mon père qui était architecte. Donc là d'où je viens, donc le Beaujolais, c'est un statut d'être architecte. Et on juge très vite en fait dans ces zones ceux qui ont un tout petit peu de moyens. Beaucoup autour de moi ne comprenaient pas en fait que mes parents aient pu me rendre autonome très tôt et responsable très tôt, notamment dès leur divorce quand j'avais environ 10 ans. Donc ce rejet constant et cette étiquette qu'on me collait en fait, et que même mes amis et mes proches me collaient, m'ont bien fait comprendre une chose, c'est que j'étais différent et que je ne voyais pas les choses de la même manière. J'étais pas forcément à ma place. Donc j'étais finalement assez tôt, j'étais assez lucide de ça et j'attendais plus de la vie, j'avais plus d'ambition que mes proches. Et ma manière de les exprimer dérangeait souvent, aussi bien mon entourage que les gens que je ne connaissais pas. Et j'ai jamais vraiment supporté la vision médiocre entre guillemets qu'avait la majorité. Donc instinctivement, j'observais ce que faisaient les autres, ce que faisait surtout la majorité pour rentrer dans le moule de la société. Et moi, je prenais toujours la direction opposée. Je courais aussi vite que possible à l'opposé. Ce que je voulais par-dessus tout, c'était d'être considéré comme un homme qui s'est fait tout seul, qui a réussi seul, avec la soif en fait de réussite et une vision approximative d'où je voulais aller, de ce que je voulais devenir. À l'adolescence, il était devenu presque jouissif d'être le mouton noir, d'être le futur entrepreneur, l'investisseur, celui qui ne veut rien faire comme tout le monde et surtout peut-être un futur connard de riche. Le point commun entre tous ces archétypes, qu'est-ce que c'est? Ce point commun, c'est la recherche de liberté. J'ai détesté l'école, ce formatage de bons payeurs d'impôts. Je voulais arrêter à 16 ans pour être honnête. Pour moi, c'était la prison et je ne comprenais vraiment pas l'intérêt d'être enfermé 10 heures par jour, assis sur une chaise, à écouter quelqu'un qui voulait m'apprendre quelque chose alors qu'il ne l'avait même pas accompli lui-même. Honnêtement, on s'en foutait royalement de ce qu'on apprenait à l'école et pour moi, ça ne servirait pas à grand chose et j'estime que pendant les études, il n'y a que 3 points qui étaient importants. C'était lire, écrire et surtout, pour moi, c'était le calcul mental. Électron libre, le salariat n'a jamais été une option pour moi. C'est même mon pire cauchemar. Et après le bac, en parallèle de mes études, j'ai choisi de travailler avec mon père parce que je savais vraiment pas quoi faire. Et en tant que maître d'œuvre en bâtiment, en alternance, on a mené ensemble plus de 250 projets de rénovation pour des clients en France. Après un BTS chien à mourir, j'ai enfin apprécié l'école finalement lors de ma licence en promotion immobilière. Là enfin, j'ai suivi une formation qui me parlait, c'était concret. Ensuite, j'ai eu un Master 1 en entrepreneuriat et je me rapprochais des sujets qui me semblaient importants, pertinents. Mais à 21 ans, je me sentais quand même coincé et j'avais une envie d'autre chose. Alors, après ce Master 1, j'ai pris mon sac à dos et mon meilleur ami et on est parti faire le tour du monde. On a passé d'abord 4 mois en Australie, donc à Sydney, où là-bas, pour survivre, j'avais un job qui était de faire le ménage. Donc, je nettoyais des immeubles du matin au soir, 14 heures par jour en sprintant. C'était assez sportif. On faisait les halls et les jardins d'immeubles. C'était pas vraiment ce à quoi j'aspirais et surtout je sentais vraiment une méprise de la part des habitants de ces immeubles. Mais bon, c'était nécessaire pour gagner assez pour vivre. Après avoir mis assez d'argent de côté, finalement, on s'est envolé pour 4 mois en autonomie en Asie où là on a fait plusieurs pays, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Hong Kong, Chine, Japon et Inde. Et franchement, c'était les plus belles expériences de ma vie. On a vécu des choses incroyables et je le conseille vraiment à tout le monde de partir assez tôt pour voyager. Ce voyage m'a ouvert l'esprit, m'a appris la vie et il fallait que je trouve un moyen pour pouvoir voyager en fait toute l'année. Une fois que j'ai vécu ça, j'ai eu envie de faire ça toute l'année. Et dans un train en Inde, je me souviens que j'écrivais sur mon calepin mon plan d'action pour construire ma liberté et en bref, c'était entreprendre et investir. Ma passion première, c'était l'architecture parce que j'aime vraiment redonner vie à des vieux immeubles, j'aime vraiment la rénovation et j'aime aussi les chiffres.
Alors du coup, pourquoi ne pas faire de ces rénovations des actifs rentables? Donc finalement, en 2014, mon père et moi achetons et rénovons un premier immeuble. C'était mon premier investissement immobilier avec 2 appartements donc, au nord de Lyon, et nous avons mis ces appartements en location depuis. Donc un premier actif qui tourne. Et là, je comprends qu'il me faudra finalement plus que ça pour devenir libre financièrement, plus de revenus et pour pouvoir réaliser une seconde opération pour pouvoir emprunter. Du coup, second objectif, entreprendre. Gagner plus pour investir plus et atteindre une liberté financière. L'année suivante, je décide finalement de terminer mes études et je réalise là un bac+6 en entrepreneuriat, donc j'ai sauté une année à Grenoble École de Management. Enfin, j'étais en fait consultant junior et j'ai entre autres accompagné une quinzaine de startups en tant que consultant sur différentes problématiques. J'ai aussi remporté un startup week-end, j'ai sauvé une entreprise de 400 salariés au challenge BDO SOS Business. C'était une année vraiment enrichissante et cette année en fait elle m'a montré ce qu'était l'entrepreneuriat et toutes les possibilités en fait qu'on avait en entrepreneuriat. Ces expériences m'ont poussé à avoir en somme une vision exponentielle. Je voulais vraiment travailler que si c'était pour avoir des revenus qui puissent être exponentiels. Et donc je cherchais désespérément une idée de start-up à lancer. J'ai essayé pas mal de choses, mais surtout d'abord pour valider ce diplôme, j'ai pris un job en marketing d'affiliation à Bali. C'était ma première expérience à Bali et en fait cette île m'a permis de me redécouvrir et de me sentir vraiment aligné avec moi-même. Entouré de digital nomades, là où je lisais La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, j'ai appris qu'il était possible de vivre en voyageant tout en entreprenant. Le déclic, ça a été ma rencontre avec Anindya, une Indonésienne de 19 ans qui faisait 100 000 € net par mois grâce au dropshipping. Donc le dropshipping, c'est du e-commerce. Et en fait, dès mon retour en France, moi et mes amis de Bali, on a chacun lancé de notre côté notre premier e-commerce en dropshipping. Et donc en 2016, on était les premiers Français à faire ça. Et mes amis ont même lancé la première formation en dropshipping francophone. Plein de motivation et la vision d'un avenir riche, je bosse jour et nuit sur ma première entreprise. Et 6 mois s'écoulent avant que je ne fasse vraiment des sommes conséquentes. J'ai pas gagné grand chose pendant 6 mois, mais le 7e mois de décembre, mois de Noël, je fais 130 000 € de chiffre d'affaires. Enfin, waouh, une réussite. Et le mois suivant, plus rien. Alors après 8 mois d'activité, je décide de clôturer ce premier business pour la raison suivante. Je n'étais pas vraiment drivé par ce que je faisais, je n'étais pas aligné par ce que je faisais et l'argent seul n'était pas une motivation suffisante. Si l'argent est votre seule motivation, vous abandonnerez très vite votre business. Un an plus tard, je m'associe pour lancer mon deuxième e-commerce, un modèle différent. Et ce fut un autre échec. 18 mois de travail acharné encore une fois, jour et nuit pour ne rien gagner et mon associé me plante de 60 000 €. J'ai du mal à finir les mois et je me retrouve dans le rouge. Malgré ces années de galère, j'ai quand même réussi à obtenir des crédits pour investir dans 3 autres immeubles. Et heureusement pour moi, j'avais aussi investi dans une autre classe d'actifs quelques années auparavant. En 2015, je découvre les crypto-monnaies lors d'un meet-up à Grenoble sur la blockchain et Ethereum qui valait seulement 82 centimes à ce moment-là, 82 centimes de dollars. Je ne m'y intéresse pas vraiment jusqu'à ce que finalement je vois le prix commencer à partir en flèche. Et étudiant fauché, j'ai fait tout mon possible finalement pour épargner environ 400 €, donc 428 $ pour être exact, et avec lesquels j'ai acheté mes premiers 69 Ethereum au prix de 5,76 €, soit 6,21 $. Donc 730 fois moins cher que le plus haut connu. Au total, sur ce cycle, j'ai pu acheter avec 2691 €, donc environ 3000 $, 69 Ethereum, donc en février 2016. J'ai acheté aussi environ 3500 XRP en mai 2017, donc au prix de 28 centimes. J'ai acheté 25 000 XLM, donc Stellar, aussi en mai 2017, au prix de 4 centimes, donc avec environ 1370 €. Et j'ai acheté aussi 1000 EOS, donc en août 2017, après son ICO, au prix de 1,95 $, mais là je l'ai acheté avec des Ethers que j'ai revendus. J'ai revendu 6,28 Ethers, avec laquelle j'ai acheté 1000 EOS. Ça représentait environ 1850 $. Alors j'ai vu mon portfolio s'envoler en 2017. Au top, il valait environ 120 000 €, soit 142 000 $ à ce moment-là, en 2017. 62,72 Ethereum, ce qu'il me restait, donc au prix de 1424 $, ça représentait environ 89 000 $, donc fois 230 sur mon investissement. 3500 XRP à 3,31 $ représentait environ 11 500 $, donc fois 11 sur mon investissement. 25 000 XLM à 93 centimes de dollars valait 23 000 $ environ, donc fois 20 sur mon investissement. Et 1000 EOS achetés à prix de 18,67 $, fois 10, donc valait environ 18 000 $ au sommet. Et mes 69 Ethereum achetés avec 428 $ valaient donc 107 000 $ environ. Donc si on couplait les Ethers qu'il me restait et les EOS. L'année suivante, j'ai perdu 93% de la valeur de mon portfolio sur 2018. Je n'avais rien revendu, je ne comprenais pas les cycles financiers, je ne comprenais pas le cycle des crypto-monnaies. Au bottom de 2018, mon portfolio ne valait plus que 9 969 $, moins 93%. Aïe. 62 Ethers valaient
à 80 $ valait plus que 5000, 3500 XRP à 25 centimes ne valait plus que 800 $, 25 000 XLM à 10 centimes ne valait plus que 2500 $, et 1000 EOS à 1,54 $ ne valait plus que 1540 $, donc moins de 10 000 $ en somme. Ça fait mal. Et là on se dit, ah si j'avais su, j'aurais dû revendre, j'aurais dû. Imagine avec 120 000 € tout ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu racheter 1600 Ethers au bottom, etc., etc. Tous ces chants de sirène qu'on se répète en fait, mais qui ne font rien, ne nous aident pas à avancer, ça ne fait que nous torturer l'esprit. C'est ce genre de choses qu'on se répète quand on démarre et qu'on ne revend pas, qu'on ne prend pas de profit. Donc dans la descente, en 2018, j'ai été chercher autant d'infos que possible via YouTube sur les crypto-monnaies pour comprendre ce marché financier, puisque j'étais vraiment novice. Et à ce moment-là, en fait, j'ai compris une chose, c'est que les crypto-monnaies fonctionnent selon un cycle de 4 ans qui suit en fait Bitcoin, et notamment ce qu'on appelle le halving de Bitcoin. Et j'ai compris en fait qu'un bottom de cycle était à venir. Donc à ce moment-là, je me suis concentré sur une seule chose, accumuler autant de cash que possible pour l'investir dans le bottom qui était potentiellement à venir. Il fallait que j'économise un maximum d'argent et c'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai pu épargner notamment grâce au profit de mon premier commerce qui était faible de seulement 20 000 €. J'ai pu commencer à épargner. J'avais déjà ça de côté. J'avais aussi déjà de côté une petite plus-value immobilière d'environ 15 000 €. Et j'ai aussi fait mon maximum pour épargner tout le bénéfice de mon auto-entreprise que j'avais encore à cette époque, puisqu'en parallèle de mes entreprises e-commerce, je continuais d'être maître d'œuvre indépendant pour essayer de continuer de gagner ma vie et de vivre. Donc je dessinais des plans architecturaux, j'étais payé à l'heure et je vendais mon temps pour de l'argent, pour 50 € de l'heure. Et j'ai fait en sorte d'accumuler autant d'argent que possible. Donc j'ai accumulé vraiment les nuits blanches pour économiser environ 10 000 € de plus en quelques semaines. Donc tout ça, ça faisait environ 45 000 €, soit 54 000 $. Et ces 54 000 $, j'ai su les investir tout en bas en décembre 2018. Et je me souviens à ce moment-là, j'habitais à Lisbonne, c'était un des moments les plus stressants de ma vie. J'ai passé un mois entier les yeux rivés sur les charts, donc c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Avec une obsession, c'était d'acheter les crypto-monnaies le moins cher possible. Ma copine me prenait pour un fou à ce moment-là parce qu'elle voyait que je dormais pas et j'étais vraiment stressé, je devenais aigri et très irrité. Mais finalement, objectif atteint, fin 2018, j'ai réussi à acheter comme il fallait ce bottom. Et aujourd'hui, ma copine me répète constamment, si j'avais su, je t'aurais écouté, j'aurais dû investir avec toi, moi aussi j'aurais multiplié mon capital. Donc mon objectif était clair à ce moment-là, c'était de multiplier mon capital afin de pouvoir faire plus d'immobilier et pouvoir le diversifier par la suite. Et en résumé, à ce bottom, j'ai pu acheter 30 000 ADA, donc Cardano, le 21 décembre 2018 au prix de 4 centimes de dollars, donc avec 1227 $ seulement. J'ai acheté plus d'1,6 million VeChain, donc VET, le 17 janvier 2019, avec 56 Ethers quand même à ce moment-là, le 20 décembre 2018, et ça représentait, un Ether valait 105 $ à ce moment-là. Donc ça faisait un total environ de 5 900 $, et ça faisait un équivalent de 0,004 $ par VeChain. J'ai acheté aussi 2,31 Bitcoin avec 4 725 $ en mai 2019 et ça représentait environ 10 500 $. Et j'ai acheté aussi beaucoup d'Ethereum entre 105 et 120 $ avec les 34 600 $ qu'il me restait. Suite à ces achats, j'ai parlé constamment des crypto-monnaies à mes proches et à mes parents, à mes amis parce que je voulais vraiment qu'ils investissent avec moi. J'essayais de leur donner la vision, de leur faire comprendre ce qu'étaient les crypto-monnaies, mais personne ne m'a suivi. Sauf ma mère qui a acheté 10 Ethers. Bravo maman. Puis au sommet du marché en 2021, juste avant que le marché ne crache, tous mes proches m'ont demandé comment investir dans les crypto-monnaies, comment acheter du Bitcoin. Et finalement, ça a été pour moi là un signal de revente. Et j'étais presque dégoûté en fait que personne ne me suivit au moment où il fallait investir et que tout le monde vienne me demander conseil au moment où il faut revendre. Entre ce bottom et 2021, par la suite, j'ai continué d'investir, donc 50% de mes modestes revenus pendant 1 an et demi. Et en tant qu'entrepreneur, j'ai eu des périodes vraiment très difficiles financièrement avec mon associé qui m'a planté de 60 000 €. Je me suis encore vraiment privé en fait pour investir et j'ai su économiser 13 000 $ cette année. Et aujourd'hui, vraiment, je m'en remercie. Donc ça représentait vraiment 50% de mon revenu et je me suis privé de beaucoup de choses. Avec cette somme, au fil des mois, j'ai acheté des Ethers et je les ai diversifiés dans une quinzaine d'altcoins. Donc les altcoins, c'est des crypto-monnaies autres que Bitcoin et Ethereum, dont HBAR, Rune, AV, Synthetix, Mina, eGold, donc Elrond, Chiliz, UOS, Superfarm, Iota, Radium, Rally et d'autres. Et au milieu de ce cycle, après avoir échangé une grosse partie de mes Ethers pour diversifier, j'avais un portfolio avec environ 40% d'Ethereum et 60% en altcoin. Et j'avais qu'un tout petit peu de Bitcoin. En 2021 aussi, j'ai eu une superbe opportunité d'acheter. C'était donc le crash du Covid, vous l'avez sûrement vu. Les marchés ont vraiment crashé fort et pour moi, ça a été un super signal d'entrée. J'ai pu acheter encore beaucoup d'Ethereum. Donc pendant que tout le monde finalement achetait des kilos de papier toilette, et bien moi j'achetais des kilos d'Ethereum. Finalement, sur ce deuxième cycle que j'ai connu, j'ai quand même
fait des erreurs, pas mal d'erreurs. Il y a beaucoup d'altcoins que j'ai achetés qui n'ont rien donné, des choses qui en fait étaient des projets foireux. J'ai quand même perdu pas mal d'argent sur des mauvais projets qui ont fait du flop. Mais en mai 2021, au premier pic, j'ai fait un super coup. J'ai revendu 24 000 de mes Cardano au prix de 2,06 $ pour acheter 977 Solana au prix de 50,56 $. Solana était en tendance, c'était un nouveau projet, son protocole semblait vraiment être prometteur et meilleur que Cardano qui était un concurrent direct. Et pour moi, ce fut un choix judicieux puisque d'ici, mes Solana ont été multipliés par 5 pendant que mes Cardano que j'avais conservés n'avaient pris que 50% jusqu'au sommet de cycle. J'avais acheté ces 24 000 Cardano avec 981 $ et les 977 sols que j'ai pu acheter avec ces Cardano-là valaient au sommet 253 000 $. Donc j'ai multiplié par 258 cette part de mon capital. En somme, au top de 2021, mes premiers 69 Ethereum que j'avais achetés en 2016, qui valaient chacun 4 868 $, représentaient 335 000 $ environ, soit x 784 en 2 cycles sur ce capital investi. Donc c'était à la base 428 $ investis transformés en 335 000. Les environ 6 000 Cardano qui me restaient à 3 $ valaient 18 000 $, donc x 76 quand même par rapport au moment où je les avais achetés. 1,6 million de VeChain à 28 centimes valait 450 000 $, donc x 77 par rapport au prix où je les ai achetés. 977 Sol à 259 $ valaient 253 000 $. Donc x 258 par rapport à la somme investie en Cardano puis diversifiée, enfin revendue pour des Solana. 2,31 Bitcoin à 69 000 $ valait 159 000 $ environ, donc x 13 par rapport au moment où j'ai acheté. Et beaucoup d'Ethereum achetés entre 105 et 700 $ en tout, qui eux valaient encore un très beau capital. Comme je te l'ai dit, une bonne partie de ces Ethers ont été diversifiés dans un beau paquet d'altcoins en réalité, dont la valeur en dollars a été multipliée par entre 10 et 50 depuis ma diversification. Évidemment, je n'ai pas su tout revendre au sommet, j'ai pris de très bons profits, mais il y a une grosse partie de mon portefeuille que je n'ai pas vendu et que j'ai conservé tout au long de cette descente entre 2021 et 2022. Par contre, assez tôt, j'ai su revendre 100% de mes altcoins pour des Ethers et du coup, dans la descente, ce capital a perdu beaucoup moins que si j'avais gardé mon capital en altcoin. Mes Ethers ont perdu beaucoup moins. Ainsi, j'ai pu multiplier en fait le nombre d'Ethers que je possédais lors de ce deuxième cycle. Du fait que je les ai diversifiés pour des altcoins qui ont plus performé qu'Ethereum et revendus pour de l'Ethereum, j'ai pu multiplier le nombre d'Ethers que je possédais. Et il y a une grosse partie de ces Ethers que je n'ai pas revendus dans ce bear market, mais comme je te l'ai dit, je les ai conservés pendant toute la descente, je les ai multipliés et je considère que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui mon moon bag, donc c'est ce que je vais garder sur le long terme, entre guillemets, pour ma retraite. Au total, si on fait un résumé, j'ai donc investi environ 70 000 $ entre 2016 et 2021. On constate que plus on investit tôt, dans un cycle, évidemment, plus le retour sur investissement va être important, voire même exponentiel, ce qui est tout à fait logique. Je n'ai peut-être pas été un entrepreneur à succès, par contre, j'ai été un investisseur à succès. Et je considère que mes performances font des envieux et j'en suis fier. Là où je suis le plus fier, c'est que je me suis vraiment privé pendant des années. Pendant 5 ans, j'ai investi la majorité de mon revenu, qui était normal. Et j'ai réussi grâce à en fait, cette discipline, ce plaisir différé, ma vision, ma conviction, et surtout grâce aux crypto-monnaies, à me construire un capital assez important pour devenir libre. Je me rappellerai toujours un samedi de printemps en 2019, j'étais en voiture avec mes amis, on allait à Lyon et je leur disais vous verrez les gars, dans 2 ans j'aurai au moins 2 millions d'euros grâce aux crypto-monnaies. Et à ce moment-là, je me souviens très bien, ils étaient sceptiques, ils avaient un petit sourire en coin, limite ils se regardaient en rigolant. Mais moi j'étais convaincu que ça allait arriver et je gardais ma vision. Pendant 10 ans, j'ai répété à mon entourage que j'avais des ambitions et que j'allais arriver à construire un capital important. Je ne savais pas exactement comment, mais j'ai toujours gardé la conviction que j'allais y arriver par un moyen ou par un autre. Le jour où j'ai passé mon premier million d'euros de capital, enfin là on va parler en dollars, je leur ai immédiatement envoyé le screenshot de mon portfolio. C'est ce que tu peux voir sur l'image juste ici. Et à mes parents aussi d'ailleurs, pour leur dire, vous voyez, je l'ai fait, c'était possible. Aujourd'hui, je me réjouis d'avoir la reconnaissance de mes proches, notamment pour mon dur travail. Et ces meilleurs amis qui me croyaient pas forcément toutes ces années, finalement aujourd'hui me soutiennent et me disent franchement bravo, tu t'es construit tout seul et tu as réussi à faire ce que tu voulais faire. Et là, quand j'ai entendu ces paroles, notamment au dernier sommet, ça m'a vraiment touché. J'ai même montré mon portfolio à un moment donné à un banquier à qui je demandais un crédit et je pensais que ça la rassurerait, mais en fait pas du tout, ça a fait l'effet inverse. Il m'a de suite refusé le prêt et m'a fait comprendre que c'était pas dans leur politique. Bref, de toute façon, j'ai plus besoin du banquier, donc c'est pas un problème, mais surtout ne montre pas aux banquiers que tu as des crypto-monnaies, enfin pas encore et ils sont pas encore prêts. Donc comme je viens de te le dire, j'ai su atteindre une liberté financière grâce à mes crypto-monnaies, mais pas seulement en multipliant mon capital. Avant ça,
grâce à des revenus passifs qu'on peut générer en crypto-monnaie grâce à certains systèmes qui proposent des intérêts sur les cryptos que tu possèdes. En décembre 2020, une fenêtre s'ouvre pour moi. Malgré toutes les restrictions qu'on a connues à ce moment-là, vous avez vu ces années qui étaient compliquées, j'ai pu prendre un billet d'avion et repartir à Bali pour y vivre. En fait, cette île m'appelait. Et à ce moment-là, j'avais des moyens très limités, je galérais financièrement, mais j'ai mis tout ce que j'avais, il me restait en cash en fait pour partir à Bali. Donc j'arrive à Bali, je galère, j'en viens même à demander de l'argent à un copain pour m'aider, mais je commence à toucher en fait mes premiers revenus passifs grâce à la crypto-monnaie. J'avais, comme on dit, stacké quelques altcoins et placé 200 Ethereum sur une app qui s'appelait Yield App à ce moment-là et qui offrait 17% de rendement sur les Ethers. C'était quelque chose de risqué, donc 17% annuel. Au final, en janvier 2021, après 10 ans de vraie galère, je me retrouve enfin libre, enfin rentier grâce aux crypto-monnaies. L'Ether passe la barre des 1000 $. Et ce que j'ai placé me permet désormais de vivre sans travailler. En effet, 200 Ethers à 17% annuel qui valaient chacun 1000 $, représentaient 2833 $ de revenus passifs sur ce mois, plus les rendements que j'avais sur d'autres crypto-monnaies, donc d'autres altcoins. Et en somme, février 2021, mon passif s'élevait là à 4800 $, puis 4600 $ le mois suivant, puis en avril 2021, 6200 $, et enfin en mai 2021, 9700 $ de revenus passifs. Et par la suite, le marché est redescendu, donc les revenus avec. Et ça, c'est sans compter les rendements sur mes autres petites devises stackées, donc mes autres altcoins, c'est que Ethereum. Donc en fait, ça rajoutait quelques centaines d'euros chaque mois ces altcoins. C'était quand même un revenu qui pour moi était largement suffisant et très satisfaisant. Puis donc les taux ont chuté, le marché aussi a chuté. Alors j'ai revendu par palier une partie de mes crypto-monnaies, donc pour des stablecoins, et là j'ai sécurisé une partie de mon capital, donc j'ai fait une belle plus-value, et le reste je l'ai gardé, je l'ai laissé placer pendant un certain moment, mais une grosse partie je l'ai sécurisé en dehors des plateformes de rendement. Un stablecoin, pour revenir sur ce sujet, c'est une crypto-monnaie qui garde une valeur fixe. Par exemple, un USDC va garder une valeur de 1 $. Donc je garde mon capital fixe dans la descente et je peux le placer encore à 10-12% de rendement annuel avec une valeur fixe, comme si je plaçais mes euros. Et un peu plus tard en 2022, comme je viens de te le dire, j'ai tout sécurisé en dehors des plateformes. On a vu en fait que c'était plus du tout sécurisé de garder ses crypto-monnaies sur des exchanges ou sur des plateformes centralisées. Donc j'ai gardé du capital de côté pour vivre, j'ai stocké mes crypto-monnaies sur mon ledger et le capital que j'ai retiré en fait, que j'ai vendu, ma plus-value, m'a servi à acheter des villas à Bali, notamment 3 pour le moment. Et ces villas à Bali, comme celles que tu vois derrière moi, sont actuellement louées et me génèrent un autre revenu passif. Et là, c'est un autre rêve que je réalise, investir à Bali. Il y a à peine 2 ans, j'avais dans mon vision board en fait les photos de superbes villas à Bali et j'avais avec une belle vue rizière. Et en fait, en description, j'écrivais comme objectif avoir assez de revenus passifs pour profiter de week-ends stimulants à Bali entre copains, à Ubud ou à Canggu, et discuter de sujets intéressants, stimulants comme l'investissement. Et bien, de retour à Bali depuis 2020, les investissements réalisés en crypto entre 2016 et 2019 me permettent aujourd'hui de construire la vie dont je rêvais. Donc, non seulement de passer ces week-ends stimulants dans des villas à Bali, mais pas seulement de les louer, c'est aussi dans mes villas à moi. Donc ces villas, c'est un autre sujet, j'en ferai une vidéo à part. À chaque fois en fait que je regarde derrière, je me rappelle que finalement avec une vision, une stratégie et de la discipline, tout est possible. Et je t'encourage vraiment à te construire ta vision, ta discipline avec un plan d'action clair et je t'expliquerai finalement tout ce qu'il te faut pour réussir dans l'investissement un peu plus tard dans cette vidéo. Désormais, on est fin 2022 et j'estime que je démarre mon 3e cycle en crypto-monnaie. Donc, j'ai pas investi tous mes profits dans les villas, j'en ai investi qu'une petite partie. La majorité du capital que j'ai généré grâce aux profits du dernier cycle, je les investis cette année, et notamment cette fin d'année, dans le marché des crypto-monnaies, encore une fois. Donc on me demande souvent par combien on peut espérer multiplier son capital lors d'un cycle, et notamment sur le cycle qui arrive. Et d'après ce que j'ai vu sur les 2 derniers cycles passés que j'ai connus, je dirais qu'on peut estimer voir un Bitcoin entre 100 000 et 500 000 $, donc je vais donner des fourchettes larges parce que c'est impossible de le prédire. Ethereum pourrait aller entre 10 000 voire même jusqu'à 60 000 $ dans un cas très optimiste. Et certains nouveaux tokens offriront bien sûr des x100 à x500 comme on l'a vu par le passé avec Gala, Sandbox, Solana ou d'autres altcoins. Les blue chips, donc là ce sont les vrais projets solides, pourront offrir un x10 à x100. Et bien sûr ce qu'il faut comprendre c'est que la majorité des crypto-monnaies s'effondreront, 99% disparaîtront. Avec un portfolio solide et diversifié, j'estime qu'entre un bottom de cycle et un top de cycle, on peut espérer multiplier son capital en moyenne par 20 voire jusqu'à 50 dans un cas très optimiste, à condition de bien choisir ses crypto-monnaies. Pour ça, on va mener des analyses fondamentales complètes, mais aussi en gérant bien son risque, donc en répartissant bien son capital entre les types de crypto-monnaies et troisièmement, en les achetant bien sûr au bon moment. Chaque type de crypto-monnaie a son timing.
Assez parlé de mon parcours, on me demande souvent comment j'ai fait et quels sont mes conseils. Alors laisse-moi te lister ce qui me semble être vraiment important pour d'une part réussir en crypto-monnaie, mais aussi atteindre ta liberté financière et être épanoui pendant tout ce processus. Tout d'abord, sur la partie développement personnel. Personnellement, j'ai gagné très peu d'argent pendant 10 ans, mais j'ai tout investi. Je me suis beaucoup privé et c'est là que vient une notion qui est le plaisir différé. J'ai vraiment attendu avant de me faire plaisir et encore aujourd'hui, je ne me fais pas plaisir avec du matériel. J'attends encore un peu. Je suis toujours sorti de ma zone de confort en gardant en vue mon objectif qui était de fuir la masse, fuir la collectivité et la société, réussir différemment, réussir de manière indépendante, devenir riche, mais surtout libre. Donc ce fut une bataille constante contre moi-même, contre les croyances limitantes, l'incompréhension de mon entourage, moqué, pris pour un fou, quelquefois soutenu mais pas souvent, et mes propres croyances limitantes à moi du coup qui étaient renforcées par celles de mon entourage. Mais je ne suis pas arrivé à me construire un si beau capital sans effort. Je me permets donc de te lister les leçons que j'ai apprises par le passé et qui pourront, j'espère, t'aider à avancer dans ta vie à toi aussi. Premièrement, il faut que tu aies une vision très claire d'où tu veux aller, un alignement et des modèles à suivre, donc des personnes qui t'inspirent. Quel est ton pourquoi ? Travailler avec l'argent comme seule motivation, ce n'est pas un bon moteur. Tu vas abandonner trop vite. Quand ça deviendra difficile, tu vas laisser tomber. Il va falloir que tu choisisses vraiment judicieusement l'emploi ou l'entreprise que tu vas vouloir lancer pour générer des capitaux que tu vas pouvoir investir par la suite. Assure-toi que tu ne sois pas seulement passionné par ce domaine, mais surtout que ce domaine réponde à ton pourquoi. Et donc pour trouver ton pourquoi, ce qui t'anime vraiment, je te conseille un livre qui s'appelle « Trouver votre pourquoi » de Simon Sinek. Le pourquoi, c'est vraiment un processus, ce n'est pas juste une passion, c'est ce que tu fais de manière subconsciente toute ta vie, comment tu le fais, mais pourquoi tu le fais surtout. Qu'est-ce qui t'anime profondément? Le pourquoi, c'est toujours tourné sur comment aider les autres, comment aider le monde à avancer. Je te donne mon exemple. Mon exemple, c'est d'aider les gens à investir pour les aider à construire leur liberté, d'où mon slogan « Construis ta liberté ». Toute visualisation peut devenir une réalité si elle devient une obsession. Un objectif doit être ultra clair et tu dois le visualiser constamment. Je pense que assez jeune, finalement, on visualise à peu près ce qu'on veut faire, on sait déjà à peu près l'environnement qu'on veut atteindre, les objectifs qu'on veut atteindre. Et il faut vraiment rêver grand. Okay? Si tu n'es pas pris pour un fou parce que tu travailles trop, alors c'est que tu n'es pas assez impliqué dans ce que tu fais, tu n'es pas assez obsédé par tes objectifs. Tes amis, tes parents, ton partenaire vont constamment essayer en fait, de te tirer vers eux, de t'éloigner de leurs objectifs pour te rapprocher en fait, de leurs croyances limitantes à eux. Et c'est vraiment inconscient, mais ils vont sans cesse te dire « tu travailles trop, repose-toi, arrête, prends le temps, viens, on part en week-end, mais souffle un peu, sors avec nous, allez, bois un verre ». Non, personnellement, je résistais à tout ça. Quand on a un objectif qui nous anime, on va tout donner en fait pour l'atteindre et ce sera vraiment toujours drivé par notre pourquoi. Les autres ont des croyances limitantes qui les empêchent eux d'avancer et de viser plus haut, mais tu ne peux pas les laisser t'imposer leurs croyances limitantes. Et tu verras que quand tu vas dépasser leurs croyances à eux, ils ne vont pas supporter et ils vont inconsciemment essayer de te faire revenir sous leur plafond de verre. Il est vraiment important que tu pratiques des affirmations positives de manière quotidienne, donc pour maintenir ta vision et te répéter que tu vas arriver à atteindre ton objectif d'une manière ou d'une autre. Ignore vraiment les médisants, donc les haters, et change de vie si besoin. Isole-toi pour être productif. Par exemple, moi je suis parti à Bali dans un environnement qui me correspond, entouré d'entrepreneurs et d'investisseurs pour pouvoir échanger sur des sujets stimulants et que finalement je sois entouré de personnes qui m'aident à rester productif. Tu dois aussi avoir des modèles, donc idéalement tu devrais avoir un mentor, quelqu'un qui est déjà là où tu souhaites aller. Moi j'ai plusieurs modèles en plusieurs domaines. Par exemple, mon modèle en termes d'entrepreneuriat c'est Grant Cardone, donc un entrepreneur américain. Mes modèles dans le sport sont Matt Fraser et Willie George, donc des crossfitters parmi les plus connus. Tu peux avoir un ou plusieurs modèles, essaie de ne pas en avoir trop, essaie d'en avoir un sur la partie business et peut-être un sur la partie bien-être. Idéalement, si tu connais ce mentor, c'est bien, tu peux échanger avec lui. Pour ma part, mes objectifs étaient premièrement la liberté, construire assez de revenus passifs pour être où je veux être, quand je le veux, avec qui je veux, faire ce que je veux, n'avoir aucune limite, avoir accès à tous les milieux et cercles sociaux, accès à toutes les expériences, toutes les rencontres. Je voulais aucune barrière. Et pour moi, l'argent, c'est vraiment juste une énergie, c'est un moyen d'accéder à de la liberté. Mon deuxième objectif, c'était la sécurité, donc accumuler grâce à mes investissements un capital assez élevé, assez conséquent pour ne plus avoir à me soucier de l'argent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu entreprends, tu risques d'avoir en fait 1 an et demi, voire 2 ans dans lequel tu vas jamais te payer quoi. Et pour ma part, le peu de revenus que je générais pendant mes entreprises
j'en investissais quand même 50% dans les crypto-monnaies. Mon troisième objectif, c'était l'épanouissement. Donc avoir un pourquoi fort dont je suis certain. Et pour moi, c'était donc aider un maximum de personnes à devenir libres. Et c'était très difficile parce que j'ai mis 10 ans à trouver mon pourquoi. Et j'ai échoué 2 entreprises e-commerce. J'ai fait pendant longtemps de l'architecture en étant plus passionné par ça. Et c'est quand je me suis vraiment concentré sur ce qui m'anime, quand j'ai arrêté de faire de l'e-commerce parce que ça me saoulait trop, quand je me suis concentré sur l'investissement, que naturellement j'ai aidé les gens à investir autour de moi. Beaucoup de gens sont venus me demander conseil pour l'immobilier, mais surtout pour les cryptos, dont Christopher en fait. Et c'est d'ailleurs là qu'est née l'opportunité de créer une formation, puisqu'il m'a proposé de créer une formation quand il a vu toute la valeur que je pouvais lui donner à titre personnel. Du coup, je t'encourage vraiment à régulièrement faire des introspections, à écrire, prendre du temps pour toi et pour essayer de te réaligner pour garder le cap. Toujours savoir où tu en es dans ta vie, où tu vas, si tu vas toujours dans la direction qui t'anime. Et donc, comme je te disais, un livre qui m'a beaucoup aidé, c'est Trouver votre pourquoi de Simon Sinek. J'ai mis 10 ans à trouver mon pourquoi et c'était des périodes qui étaient assez difficiles pour moi, les phases entre les entreprises, parce que je me sentais vraiment perdu, limite dépressif, et ça c'est tout à fait normal. Quand on ne sait pas où on va dans notre vie et qu'on fait des choses qui ne nous animent pas, on peut sentir un peu une forme de dépression. Et même les super high achievers, donc les entrepreneurs qui construisent des projets énormes aujourd'hui, les phases où ils ne sont pas alignés avec eux-mêmes ou alors ils ne produisent pas assez, sentent des phases de dépression. Donc si jamais tu traverses une phase comme celle-ci, rassure-toi, c'est tout à fait normal et c'est temporaire. Un autre objectif pour moi, c'était l'accomplissement. Et au-delà des accomplissements en termes d'investissement, pour répondre à mon pourquoi, j'avais besoin de créer une entreprise, quelque chose d'exponentiel qui allait aider beaucoup de monde. Aujourd'hui, je me sens complètement accompli parce que j'ai une communauté dans la formation réussie en crypto et j'ai pu aussi être sur scène devant 4200 personnes au Zénith, au séminaire de Chris en 2022. Ça a été vraiment un plaisir gigantesque. Surtout le fait d'accompagner autant de personnes, d'aider autant de personnes à devenir libres financièrement, et ben moi ça m'anime profondément. Tu vas rire, mais ces choses-là, je les ai visualisées. Je te parlais de visualisation. Toutes ces années, j'ai visualisé ces moments où j'allais à un moment donné dans ma vie aider des milliers de personnes d'une manière ou d'une autre. Un moment où j'allais être sur scène, je me voyais dans un stade devant 10 000 personnes. Ces choses-là, à force de les visualiser, en fait, je les ai attirées à moi à force d'aller dans la direction de ces objectifs de manière subconsciente. Et j'en suis venu à les réaliser. C'est ce qu'on pourrait appeler la loi de l'attraction. Un premier outil tout simple pour t'aider à visualiser tes objectifs, ce sera un vision board. Un vision board, c'est un ensemble de photos qui représentent tes objectifs. Chaque fois que tu as un petit doute, tu vas pouvoir regarder ton vision board et te rappeler en fait où tu souhaites aller, quels sont tes objectifs, quel est ton pourquoi. Aussi, j'utilise un outil simple, et d'ailleurs aujourd'hui j'ai réussi à cocher toutes mes cases. C'est un tableau dans lequel en fait tu vas construire 3 colonnes. Dans la première colonne, tu vas écrire sur 10 lignes tes 10 objectifs à long terme, que ce soit du matériel, de l'expérience ou des chiffres. Donc des chiffres, chiffre d'affaires ou du revenu passif, etc. Deuxième colonne, tu vas écrire pourquoi est-ce que tu veux atteindre ces objectifs, quelle est la raison profonde pour laquelle tu veux les atteindre. Et troisième colonne, tu vas écrire la sensation que cela te procurera quand tu auras atteint ces objectifs. Tout ça, ça va t'aider finalement à atteindre chacun de tes objectifs. Le deuxième élément très important en termes de développement perso, c'est d'avoir un plan d'action défini d'où tu veux aller. On est dans un apprentissage constant, donc déjà, si tu peux lire autant que possible sur les sujets qui te passionnent, ça va t'aider à construire ton plan d'action. Il va falloir que tu détermines comment tu vas faire de l'argent que tu pourras investir, donc suivant ton pourquoi, qu'ensuite comment tu vas investir cet argent, comment tu vas diversifier tes investissements, comment tu vas déléguer par exemple tes entreprises pour pouvoir en construire d'autres, générer plus de capitaux à investir. Mais ce plan d'action devra être complet, clair et il va falloir que tu le suives à la lettre, mais il pourra être flexible. Tu vas pouvoir aussi dévier au fil des années, tu verras que souvent tu vas le mettre à jour. Ça te permettra de garder un visuel sur où tu vas. Le troisième point, c'est la discipline. Comme on dit en anglais, hard work pays off, donc le travail dur paye. Sortir de sa zone de confort. Les choses extraordinaires n'arrivent qu'en dehors de ta zone de confort. Il faut se faire souffrance, se forcer à essayer des nouvelles choses. Il faut savoir en fait essayer des concepts et des challenges que tu n'as jamais eu par le passé pour arriver à progresser. Accepter les challenges plus grands que nos capacités actuelles, ça va te permettre d'évoluer. Quand j'ai lancé la formation Réussir en crypto avec Chris, au début j'hésitais, je voulais pas vraiment le faire. C'était pas quelque chose que je voulais faire parce que je voulais rester discret dans les crypto-monnaies. J'avais envie d'aider du monde mais j'avais pas envie d'être un visage public. Quand j'ai accepté de lancer cette formation avec lui, il m'a dit génial, t'as 6 semaines pour faire ton script, dans 6 semaines on tourne. Bon, challenge accepté. Pendant 6 semaines, jour et nuit, j'ai rédigé mon script, donc 200 pages quand même pour cette formation. Et ensuite, en 2 semaines, on a tout tourné et j'ai même fini de tourner ma formation en quarantaine à Jakarta, jour et nuit sur mon ordinateur. Mais finalement, le fait de vraiment me faire souffrance, sortir de ma zone de confort, ça m'a permis de créer un super produit et d'aider un maximum de personnes. Pareil, quand il m'a proposé de faire un zénith devant 4000 personnes, je me suis dit, bien sûr, absolument, je me suis jeté sur l'occasion, quelque chose qui aurait fait peur à beaucoup de monde. Mais pour moi, c'était quelque chose que je voulais réaliser. Je suis sorti de ma zone de confort. Ça s'est super bien passé, c'était une expérience que j'ai adorée. Donc je te conseille vivement de sortir de ta zone de confort. Ensuite, on parlait au début de la vidéo de plaisir différé et je vais même rajouter l'effet cumulé. Il est bon de se rappeler que les souffrances à court terme sont pour ton bien-être et ton bonheur à long terme.
ok? Tout ce que tu vas faire à court terme pour ton plaisir court terme, ça va être nocif sur le long terme et inversement. Personnellement, j'ai toujours été très exigeant et très dur avec moi-même. Je suis très perfectionniste. Et en fait, le fait de me rappeler constamment que ce sera la somme de toutes mes actions qui vont déterminer ma destination, donc mon succès à long terme, qui ont fait que j'ai réussi à être constant dans mon travail dur et à définir un futur à la taille de mes ambitions et un succès qui correspondait avec ma vision. Et donc en fait, si tu cumules des choses positives, tu vas arriver à quelque chose d'ultra positif à long terme. Si tu cumules des choses négatives, tu vas arriver à quelque chose d'ultra négatif à long terme. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. D'ailleurs, je te suggère ce livre qui s'appelle L'effet cumulé, qui est vraiment super intéressant à lire, qui va te donner beaucoup d'insights. Un autre conseil que je vais appeler en anglais Singularity of Focus, autrement dit la singularité de ta concentration, donc autrement dit avoir un seul objectif et te concentrer sur cet unique objectif pour y aller à fond. Une vie avec trop de projets, c'est une vie de distraction où on va rebondir en fait entre des idées, des projets et constamment être distrait. Devenir un expert dans un domaine en particulier, ça apporte l'épanouissement parce qu'on va aller à fond dans ce sujet et on va vraiment être reconnu pour ça. Se concentrer sur une seule chose à la fois, donc une entreprise, un projet. Tu verras que tu as besoin de tout ton esprit pour mener une entreprise, toute ta concentration, toute ton énergie pour mener à bien un seul projet. En avoir un autre en plus, tu verras que ça va rendre les choses exponentiellement plus difficiles. Donc, sois concentré sur une seule chose à la fois, un seul projet à la fois. L'éthique de travail apporte le bonheur. Je sais, ça peut paraître contre-intuitif, mais ce n'est pas le matériel, ni l'amour, ni la reconnaissance qui apporte le bonheur, c'est le travail et être fier de soi. Il n'y a pas de meilleur sentiment en fait qu'être fier de soi après une bonne journée bien productive, avoir réussi à accomplir tout ce qu'on avait sur notre to-do list, mais surtout la tâche majeure, la première tâche la plus importante, la plus créative souvent qu'il va falloir faire en premier dans ta journée. Il va falloir que tu te crées des bulles étroites de concentration, donc pour être vraiment très productif. Une bulle étroite de concentration, ça combine un espace isolé dédié au travail et le fait d'être coupé de toute distraction, notamment le téléphone. Donc il va falloir vraiment trouver un espace qui soit dédié uniquement au travail, si possible en dehors de chez toi. Si c'est chez toi, tu vas être distrait par ton partenaire ou tu vas être tenté de faire autre chose. C'est bien de partir de chez soi le matin, il faut que tu sois dans une zone avec la clim, silencieuse, si possible un environnement qui te plaise, qui soit visuellement beau, pour être vraiment dans un environnement optimal. Ça va te permettre de créer aussi des bonnes habitudes, donc que ce soit sur la nutrition, le sommeil, le sport, le téléphone éteint la journée et même le soir, la méditation, ta productivité, il faut 21 jours pour mettre en place une habitude. Ce qu'il faut que tu comprennes en fait, c'est que le stress, c'est une conséquence de l'inaction. Si tu es inactif, ça veut dire que tu n'as pas créé des bonnes habitudes, tu n'as pas une bonne routine, tu n'as peut-être pas ta bulle étroite de concentration, tu n'as peut-être pas le bon environnement, peut-être pas une vision assez claire d'où tu veux aller. Si tu veux éviter d'être stressé, donc il faut que tu sois constamment en action, il faut que tu saches où tu ailles, il faut que tu sois dans le bon environnement pour travailler. Aussi, nourris ton esprit avec de la qualité. Je ne regarde jamais la télévision, je ne regarde jamais Netflix. Je suis constamment en train d'apprendre. Si je dois lire ou regarder une vidéo, ce sera pour apprendre sur le business, l'investissement, l'entrepreneuriat, ou ce sera par exemple donc via YouTube. Je consomme énormément par contre de contenu YouTube avec des personnes qui m'apprennent beaucoup de choses. Mais depuis 10 ans, je passe autant de temps que possible à l'étranger, surtout pour vivre des expériences et être dans un contexte qui me stimule et qui m'offre des opportunités d'apprendre et de créer, plutôt que d'être dans la distraction, d'être devant un écran et passer mon temps à faire du Netflix and chill comme la plupart des gens qui finalement n'avancent pas parce qu'ils passent toute leur soirée devant un écran et ils dorment mal et le lendemain, impossible d'être productif. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est seulement en fait une conséquence de la vision que tu avais il y a 2 ans et des actions que tu as entreprises entre temps. Donc il faut bien être conscient de ça. Je te suggère d'avoir une routine qui soit personnalisée et efficace. Donc pour qu'elle soit efficace, il faut vraiment qu'elle te corresponde. Il va falloir que tu fasses des tests, que tu vois à quel moment tu préfères te lever, à quel moment tu préfères travailler, à quel moment de ta journée tu préfères aller au sport, quand tu veux manger, est-ce que tu jeûnes ou pas, est-ce qu'il faut que tu manges plus ou moins de féculents. Pour moi, ma routine personnellement, c'est la suivante. Le dimanche soir, je liste tout ce que je dois accomplir dans la semaine, par jour avec le plus important en premier. Je me couche le plus tôt possible, j'essaie de ne pas me coucher après 22 h, j'essaie d'avoir mes écrans coupés aussi à 20 h et je me lève aussi tôt que possible, donc autour de 6 h quand je suis en forme. Et surtout, je ne regarde pas mon téléphone le matin, enfin ni le soir ni le matin, mon téléphone restera coupé et en mode avion, si possible jusqu'à 14-15 h idéalement pour vraiment être focus sur ma tâche primaire le matin. En 5 minutes, généralement, je suis parti de chez moi, je ne supporte pas de rester chez moi et de traîner, je prends une douche vite fait et je pars et j'ai besoin de sentir la fraîcheur du matin. En fait, le fait de voir le lever de soleil le matin, je trouve qu'il n'y a rien de plus fort. Le fait d'être le premier à sortir, le premier arrivé au coworking, de sentir la fraîcheur, la brume du matin, surtout à Bali où ton gros soleil rouge se lever,
ça me donne la sensation de gagner ma journée, d'être plus fort que le monde, quoi. Donc j'arrive au coworking, j'installe mon ordinateur, je monte sur la terrasse pour méditer 20 minutes, autant que possible. Souvent je le skip, mais j'aimerais bien le faire plus souvent. Et ça m'aide vraiment à me sentir aligné les jours où je le fais. Donc je te conseille vraiment de commencer à méditer. Puis j'ai 2 heures pour attaquer la tâche la plus importante du jour. Généralement c'est une tâche créative qui me demande beaucoup de puissance de processeur, donc mon cerveau. Et à 8h45 en fait, je fonce au CrossFit. C'est pour ça qu'il faut que j'ai vraiment en 2 heures couché déjà quelque chose de très important. Je pars au CrossFit, je suis encore à jeun, j'ai juste pris un café à jeun pour brûler un maximum de calories. Après le CrossFit, j'ai un petit déjeuner protéiné, soit sur place, soit à mon retour, mais assez tard. Je suis de retour en général vers 11h au coworking et pour me concentrer en fait sur la tâche majeure et la terminer dès que possible. Comme je te disais, j'essaie de déjeuner le plus tard possible parce que le fait de ne pas avoir mangé, ça me permet d'être toujours avec un maximum d'énergie et de clarté d'esprit. J'allume mon téléphone que plus tard. Et enfin, j'attaque les tâches secondaires et je réponds aux messages seulement en fin de journée. J'aime bien le faire qu'à partir de 16h. Si je finis avant 18h ma journée, je peux profiter d'un beau sunset à la balinaise, donc aller sur la plage, sur un rooftop. Dans ma routine, le jeudi et le vendredi, généralement le matin, je ne vais pas au sport. J'ai besoin de ces journées complètes pour être très productif, pour faire mes recherches hebdomadaires sur la crypto et le vendredi pour rédiger mon report. Donc je reste au coworking. Généralement, je fais des grosses journées. Ça me demande plus de temps, beaucoup de concentration. Pareil, je mange tard pour pas être plombé par mon estomac. Et voilà. Mais à la fin de chaque journée, mon humeur vraiment, elle sera vraiment directement lié les conséquences de la somme de travail que j'aurais pu accomplir et à quel point j'aurais été productif. Et je sais, ça ressemble pas vraiment à un agenda de rentier, mais c'est ce que j'aime accomplir et je pense que si tu as des journées où tu as trop de temps libre, finalement, tu retombes un peu dans cet aspect de dépression et t'as pas assez d'épanouissement. Mais le moment que je préfère, moi, c'est le samedi matin à 7h avant ma séance de CrossFit, quand je lis un bouquin pendant 1h30 avec un bon cappuccino à l'australienne proche de la piscine. Ça booste ma créativité et les idées fusent. Ça permet aussi de commencer à planifier la semaine suivante et j'ai le sentiment d'avoir accompli une grosse semaine où j'ai fait toutes les tâches importantes. Et après le sport, généralement, on profite d'un super week-end avec les copains à Bali. Donc on va soit au nord de l'île, à Ubud dans les rizières, soit on va au sud voir des belles plages, soit on va sur les îles d'à côté. Et là, on s'éclate. Il faut savoir qu'on déjeune et qu'on dîne tous les jours au restaurant avec les amis à Bali. C'est vraiment resto matin, midi et soir tous les jours. Donc là, ça aide à gagner du temps déjà. On va au sport autant que possible, on travaille comme ça nous plaît, on fait ce qu'on veut, on n'a pas de patron, pas d'horaire, on est entrepreneur et investisseur. C'est en fait avec ces bons aspects que je maintiens une routine saine et équilibrée parce que c'est vraiment, je fais ce que j'aime et j'ai quelque chose qui roule et qui est assez, qui est sur des rails. Maintenant, concernant ton environnement et ton entourage, c'est un autre chapitre, on va dire quelque chose de très important. Comme je te disais, l'environnement dans lequel tu évolues est une condition indispensable pour atteindre tes objectifs. Depuis 2017, Bali me manquait énormément. J'étais là en 2016, 6 mois pour un job, comme je te disais. Je suis reparti et ça me manquait trop. J'avais besoin de revenir. J'avais trouvé en fait dans cet endroit un environnement qui me correspondait. Ça me permettait d'évoluer très vite. Je me sentais vraiment dans quelque chose qui m'animait. Et d'ailleurs, il y a une énergie spécifique ici. Je t'invite à venir voir ce qui se passe à Bali. Donc, je suis revenu en 2020 et franchement, je me remercie. Au-delà de l'environnement, il y a ton entourage. Bien sûr, tu sais que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Moi, je me suis toujours entouré d'entrepreneurs et d'investisseurs à succès pour apprendre autant que possible. J'ai investi des milliers d'euros en formation en e-commerce quand j'avais des e-commerce. J'ai investi 3 000 euros dans une formation e-commerce à Singapour, plus aller-retour. J'ai investi 5 000 euros dans un mastermind de 10 jours où je suis parti en Colombie pour rencontrer Chris il y a déjà 3 ans. Et en fait, tout cet argent-là que tu vas investir en toi, je t'estime que c'est déjà le meilleur investissement parce que tu vas travailler ton entourage et ta vision. En France, depuis mon adolescence, j'ai les mêmes amis, pratiquement, que j'aime plus que tout. C'est des gens extraordinaires. Quand on se voit, c'est que du bonheur. Mais pour évoluer, j'ai toujours rencontré, en fait, j'ai eu besoin de rencontrer des personnes qui entreprennent en dehors de mon cercle d'amis, des personnes qui investissent. Et finalement, mon entourage avait des croyances limitantes qui ne me permettaient pas d'être complètement épanoui. Donc même si je les aime plus que tout, j'avais besoin d'aller rencontrer d'autres personnes pour évoluer. Donc aujourd'hui, j'habite loin, je suis très heureux de les voir et de les appeler autant que possible. Mais finalement, c'est l'entourage que j'ai ici qui me permet de garder ma discipline. Et un dernier point très important, c'est de donner en retour. On ne se sent jamais aussi bien que quand on aide les autres, quelle que soit la manière. Donc là, ça revient à l'épanouissement et à ton pourquoi. Et c'est le dernier point sur la partie dev perso et même entrepreneuriat. Tu verras que tu ne recevras jamais autant que quand tu donneras autant que possible. Moi, je le ressens vraiment avec la partie formation, même quand je suis sur scène pour parler à une audience sur la partie investissement crypto-monnaie par exemple. C'est les moments où je me sens le plus épanoui. Troisième partie de cette vidéo, l'intelligence financière. Je vais te donner les premières clés qui me viennent à l'esprit. Premièrement, il y a 3 piliers pour l'enrichissement. L'entrepreneuriat, l'immobilier et les marchés financiers, dont les crypto-monnaies. Les revenus issus de ton emploi, de ton entreprise doivent être investis et réinvestis en boucle. Je t'expliquerai plus en détail par la suite comment. Concentre-toi sur l'investissement. Tu verras que tu tireras beaucoup plus de revenus de tes investissements que de ton salaire directement. Comme on dit, cash is trash, cash flow is king.
Je t'expliquerai aussi ça par la suite. Tu ne deviendras jamais riche en travaillant de 9h à 17h, donc c'est le fameux 9 to 5. Regarde vraiment ce que fait la majorité des gens et comment ils vivent et tu t'apercevras que, encore une fois, il faut partir à l'opposé, faire le contraire. Un deuxième point super important pour moi, c'est le minimalisme. Tu verras que le vrai luxe, c'est d'être libre, détaché de tout matériel. Le minimalisme, pour ce qui me concerne, moi, c'est une vie qui tient dans mon sac à dos. Toute ma vie tient dans mon sac à dos. Demain, je peux tout mettre dans mon sac et partir à l'autre bout du monde. Et je plaisante pas, c'est vraiment ça. Et grâce à ce sac à dos, j'ai sillonné plus de 30 pays déjà. Détaché en fait de tout stress matériel, tu verras que tu peux vraiment te concentrer sur ce qui importe le plus, c'est donc ton bien-être, ton travail, multiplier tes sources de revenus passifs, investir et évoluer dans tous les domaines de ta vie. Personnellement, tout ce dont j'ai besoin, c'est mon MacBook et mes chaussures de CrossFit. Tout le reste, c'est interchangeable. Et même cela d'ailleurs. Et j'ai aussi besoin d'un environnement qui me stimule. Donc ça, pour moi, c'est le minimalisme. Et ça se voit aussi sur ce que je porte, tu vois, j'ai pas de marque, j'ai que des t-shirts noirs et blancs. J'évite toute dépense inutile ou non indispensable, ça me permet d'investir plus. De plus, à Bali, on a besoin de beaucoup moins de choses. C'est aussi pour ça que j'aime vivre ici, parce que ça m'a permis d'économiser déjà beaucoup pour investir plus, d'accentuer mon effet cumulé, comme je t'expliquais avant, et puis de différer plus facilement mon plaisir. Hein, j'ai pas de voiture, j'ai pas de grosses dépenses, on n'a pas de grosses dépenses d'assurance par exemple. Et la patience, c'est la clé. Tu verras que 5 à 10 ans de patience, de plaisir différé, de profit réinvesti, ça t'amènera des millions de dollars en actifs. Et je me suis vraiment rien offert jusqu'ici, si ce n'est récemment ma résidence principale à Bali et d'autres villas dans lesquelles j'ai investi. Mais je me suis vraiment pas encore payé mes rêves, tu vois, j'ai même pas de montre de luxe alors que j'en ai vraiment envie. J'ai pas de moto alors que j'en ai vraiment envie. J'ai pas de Lamborghini alors que je pourrais me l'offrir et j'en ai vraiment envie. Et j'estime que en fait, tout ça, ça peut attendre et je me concentre vraiment sur une seule chose, c'est réinvestir mes capitaux depuis 10 ans et notamment là, tu vois, les profits que j'ai générés au dernier sommet crypto, je me concentre sur une chose, c'est de les réinvestir dans ce bottom, dans le marché crypto-monnaie encore et puis j'ai acheté 3 villas avec. Mais le matériel, ça attendra d'avoir assez de revenus passifs et ça attendra aussi le sommet du prochain bull run. Même si je pourrais le payer aujourd'hui, je me sentirais coupable de ne pas avoir utilisé ces capitaux pour les réinvestir plutôt que d'acheter une caisse à 300 000 $. Si tu peux, loue autant de choses que possible. Moi, je me suis toujours fait prêter une voiture par mes parents à partir du moment où ma voiture était partie à la casse et j'ai fait en sorte de dépenser un minimum de capitaux. Et même aujourd'hui, je loue encore mon scooter, je ne l'ai toujours pas acheté, quoi. Comme je te disais, cash is trash, cash flow is king. Ça veut dire qu'on consomme seulement avec du cash flow, jamais avec du capital. L'argent se dévalue, cash is trash, parce qu'avec l'inflation, aujourd'hui, le fait qu'on en imprime, cet argent perd de la valeur. Donc il faut absolument que tu l'investisses pour qu'au moins il garde sa valeur ou alors qu'il en prenne et qu'en plus il te génère des revenus infinis, donc des revenus passifs. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cash flow. Do cash flow is king. Aussi, il faudra suivre tes finances. Tu dois garder une comptabilité impeccable, aussi bien pour ton entreprise que personnelle, pour optimiser tes flux d'argent, voir vraiment où partent chaque capitaux et comment tu les fais fructifier. Personnellement, pour démarrer, je scindais mes revenus IMO et crypto-monnaie et je le fais plus maintenant parce que j'ai utilisé un peu de profit crypto pour acheter l'immobilier. Autant que possible, je le scinde. Et j'ai aussi des comptes bancaires séparés suivant mes activités et mes classes d'actifs. Ce sera à toi de définir le tableau, le format qui te correspond pour matcher à tes objectifs et arriver à suivre tes finances. Optimise ta fiscalité. La vitesse à laquelle tu vas t'enrichir sera exponentiellement différente si tu redonnes 50% de tes revenus chaque année à la France par exemple, versus si tu donnes 10% ou moins comme quand tu es en Indonésie ou dans un paradis fiscal. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de quitter la France très tôt, au-delà de la partie sociétale et sanitaire actuellement, c'est parce que imagine si chaque année tu as 40% de plus de ton capital que tu peux réinvestir, je t'invite à faire le calcul avec un effet cumulé sur 10 ans, tu verras la différence au bout de 10 ans de ton capital, la taille sera exponentiellement plus grande. Trouve un pays dans lequel tu veux vivre avec une faible fiscalité. Va pas dans un pays juste pour sa fiscalité, sinon tu vas avoir une vie de merde, ça, tu vas le regretter tous les jours. Surtout choisis un pays dans lequel tu te sens bien dans un premier temps. Moi personnellement, j'ai failli partir à l'île Maurice et puis Bali me plaisait trop, je suis revenu à Bali et puis tu vois finalement il y a eu une fiscalité super avantageuse pour la crypto, donc les choses se sont alignées. Donc va d'abord là où tu as envie d'aller vivre, n'y va pas que pour la fiscalité. Pour être concret, aujourd'hui à Bali, l'impôt sur les cryptos c'est 0,21% d'impôt sur chaque trade. Là où en France on a 30%, donc la flat tax sur les plus-values. Donc quand tu vas revendre des crypto-monnaies pour des fiat, donc des dollars ou des euros, en Indonésie, c'est 0,21% sur chaque trade. Ça va aussi t'inciter à avoir une stratégie plus long terme d'investisseur. Donc moi, c'est ce que je fais et c'est ce que j'enseigne. Donc ça ne me dérange pas du tout, franchement, de redonner 0,21%, c'est que dalle. Et ça me force à faire les choses de la meilleure manière qui soit. Donc éviter de faire des allers-retours, acheter, revendre, acheter au bon moment dans les zones d'accumulation et revendre dans les zones de distribution et diversifier au bon moment aussi. On passe à la quatrième partie de cette vidéo, mes premiers conseils crypto. Le premier conseil que je peux donner, c'est d'avoir encore une fois un plan détaillé, une vision très claire d'où tu veux aller, pourquoi, quels sont tes objectifs. Il va falloir que tu écrives sur un papier pourquoi tu veux générer d'énormes gains en crypto-monnaie, quelle est ta stratégie détaillée, qu'est-ce que tu veux acheter, quand tu vas l'acheter, comment tu vas l'acheter, est-ce que tu vas le diversifier, comment, où tu vas placer tes crypto-monnaies pour obtenir des rendements.
quand tu vas revendre et que tu le suives à la lettre. C'est super important de ne pas dévier de ton plan. C'est là que tu vas faire des erreurs. Deuxième conseil, fais tes propres recherches. Sois curieux. La connaissance est la clé de toute opportunité. Pour la crypto-monnaie, sois vraiment très exigeant sur les crypto-monnaies dans lesquelles tu investis. Acheter une crypto-monnaie, c'est exactement comme si tu investis dans une start-up. Tu dois comprendre l'industrie dans laquelle évolue cette entreprise, donc qui développe cette crypto-monnaie. Tu dois évaluer l'équipe, tu dois évaluer la valeur ajoutée que ce projet apporte à la société. Tu dois évaluer sa faisabilité, les données économiques de son token, donc de son jeton, etc., etc. On appelle ça une analyse fondamentale. Ça demande du temps, mais il faut absolument le mener pour chaque crypto. Dans Réussir la crypto, je le fais pour toi, pour les crypto-monnaies qui m'intéressent. Troisième conseil, va à contre-courant, encore une fois. On dit que toute révolution passe par 3 phases, 3 étapes. D'abord, elle est moquée, ensuite elle est considérée comme dangereuse et enfin elle devient évidente. Eh bien, les crypto-monnaies, c'est exactement, ça passe par ces 3 phases, comme toute autre technologie qui ont été Internet, le téléphone, la roue ou toute autre révolution. Pendant 6 ans et encore aujourd'hui, j'ai entendu mon entourage me dire qu'investir dans les crypto-monnaies, c'était trop dangereux, c'était trop risqué. Puis, comme je te l'ai dit, au sommet de marché, aussi bien en 2017 qu'en 2021, juste avant que le marché ne s'écroule, à chaque fois, tous mes proches sont venus me demander conseil et me dire comment je fais pour investir. Et comme je t'ai dit, là, c'était pour moi vraiment un signal fort de vente. Rappelle-toi que la majorité a toujours tort, presque toujours tort. En tout cas, c'est le constat que j'ai fait. Et c'est particulièrement vrai dans les marchés financiers où la psychologie est le facteur clé de ta réussite. C'est le facteur numéro 1 qui influence les marchés financiers, qui va déterminer ces courbes, ces cycles entre des phases de capitulation et des phases d'euphorie qui se répètent. Et d'ailleurs, concernant les crypto-monnaies, on est capable aujourd'hui de suivre cette psychologie suivant différents indicateurs et on est capable de savoir ce que pense la majorité et donc d'aller à contre-courant. Surtout ça, je le fais grâce aux analyses on-chain que j'explique dans la formation. Ça m'amène au conseil suivant qui est donc de maîtriser ta psychologie. En crypto, c'est très difficile. La vraie difficulté de l'investissement en crypto-monnaie, c'est de maîtriser tes émotions, de savoir être contre-intuitif pour ne pas chasser en fait toutes les opportunités, plutôt ne pas perdre de l'argent. C'est très difficile de ne pas perdre de l'argent en crypto-monnaie. C'est dans les crises que les fortunes se font, aussi bien les crises économiques que donc les phases de capitulation des crypto-monnaies. Le marché te manipule et donc il vaut mieux faire confiance aux données plutôt qu'aux médias. Les médias vont faire leur maximum menés par ce qu'on appelle les market makers, donc les grosses banques ou les gros investisseurs, pour te faire perdre de l'argent, acheter, revendre au pire moment. Et tu verras que quand tu essaies de faire les choses à court terme en crypto-monnaie, c'est extrêmement stressant. C'est pour ça que dans ma stratégie, j'ai une vision long terme. Change d'unité de compte. Un changement à adopter en termes de perception, c'est de ne plus compter ton capital en euros ou en dollars, mais de le compter plutôt en Bitcoin, en Ethereum. L'euro et le dollar sont des monnaies qui sont mortes. Tu veux que ton capital grossisse en crypto-monnaie. Donc tes nouvelles unités de mesure et donc réserves de valeur vont être Bitcoin et Ethereum. Tu veux sortir au moins partiellement du système bancaire, donc tu veux que ta fortune soit décomptée en Bitcoin si tu estimes qu'à long terme, Bitcoin ne peut que prendre de la valeur. Ton objectif va être d'accumuler un maximum de Bitcoin ou Ethereum. Et si tu veux diversifier, donc acheter autre chose, l'unique objectif ce sera in fine de racheter plus de Bitcoin ou d'Ethereum. Ensuite, prends des profits, c'est très difficile à faire quand on est en phase d'euphorie. Dans les cryptos comme ailleurs, tu auras des phases où ta psychologie en fait aura du mal à accepter les chiffres que tu réalises, les chiffres potentiels. Si tu vois $1 million sur ton portfolio, tu vas te dire c'est pas possible, c'est pas pour moi et tu n'arriveras peut-être pas à revendre. C'est aussi un mécanisme inconscient en fait, le fait d'avoir toujours vécu avec moins d'argent, moins de moyens, et ça va rendre difficile le moment où tu vas vouloir vendre. Et en somme, tu vas t'auto-saboter en ne réussissant pas à vendre finalement au bon moment, du moins par palier. La phase d'euphorie aussi, il faudra que tu voudras plus de capitaux, donc peut-être que tu ne revendras pas assez tôt, tu seras dans le déni dans la descente, mais aussi tu t'apercevras que le fait de ne pas avoir d'argent est un problème, mais le fait d'en avoir aussi est un problème, puisqu'il apporte d'autres problèmes. À ce moment-là, ça va t'apporter un stress. Et le stress que tu auras une fois que tu auras l'argent, ce sera la peur, non pas de ne pas avoir d'argent, mais la peur de le perdre. Donc tu verras qu'il y aura plein de mécanismes inconscients, subconscients, qui vont faire que tu n'arriveras peut-être pas à réaliser cette plus-value, au-delà du fait que l'euphorie va t'empêcher de vendre au bon moment, puisque tu voudras toujours plus aussi. En général, les objectifs principaux d'un investisseur en crypto-monnaie sont les suivants. Premièrement, c'est la liberté financière, donc s'offrir des expériences et changer de vie. Deuxièmement, multiplier son capital pour le diversifier dans d'autres classes d'actifs comme l'immobilier, donc faire plus d'immobilier par exemple. Troisièmement, sortir du système bancaire qui devient dangereux, protéger son argent et sa liberté, sa souveraineté sur son argent. Quatrièmement, aider ses proches. Et cinquièmement, être fier de soi. Donc on veut avoir de la reconnaissance, être le modèle pour ses proches et la personne du groupe qui a réussi entre guillemets. Pour atteindre ces objectifs, chaque investisseur crypto-monnaie a des besoins. Les principaux sont les suivants. Le premier, c'est de comprendre vraiment les crypto-monnaies, pourquoi investir, comment le faire et les méthodes d'analyse. Le deuxième, c'est de savoir quoi acheter, quand le revendre. Le troisième besoin, c'est d'être vraiment sûr de ce dans quoi tu investis, donc c'est de mener des analyses fondamentales, et là je peux t'aider à le faire aussi. Quatrième besoin, c'est que on n'a pas envie de passer trop de temps devant l'écran, on ne veut pas être des traders, on veut une stratégie long terme.
Et le cinquième besoin principal, c'est qu'on ne veut pas subir le stress que génèrent les marchés financiers et le doute que génèrent les crypto-monnaies. Ça génère surtout en fait deux peurs majeures. Les deux peurs majeures, c'est la peur de perdre de l'argent et la peur de manquer le train. Donc la peur de perdre de l'argent, on appellera ça FUD, donc Fear, Uncertainty and Doubt, donc la peur, l'incertitude et le doute. Et la peur de manquer le train, on appellera ça le FOMO, Fear of Missing Out, donc c'est exactement, en français, ça veut dire la peur de manquer. Ces peurs, elles vont amener les investisseurs crypto à faire des erreurs qui sont communes. La première erreur, c'est de ne pas comprendre les crypto-monnaies et pourquoi on investit. Donc là, la solution, c'est d'être formé sur le sujet. La deuxième erreur, c'est de manquer de patience. Et là, on a une stratégie trop court terme et la solution, c'est de vraiment avoir une vision à long terme, encore une fois, de savoir pourquoi on investit et surtout comment fonctionnent les cycles. La troisième erreur, c'est qu'on achète n'importe quoi. Il faut mener des analyses fondamentales. Quatrième erreur, c'est qu'on fait des mauvaises analyses sur la partie du cycle, la partie du timing. On va acheter en haut, revendre en bas. On va avoir une diversification qui va être au mauvais moment, dans la descente par exemple. Et là, la solution, c'est d'avoir finalement une espèce de suivi hebdomadaire et pourquoi pas un coaching. Alors, je t'amène ces sujets pour te rappeler que la raison première pour laquelle j'ai co-créé une formation qui s'appelle Réussir en crypto-monnaie, c'est parce que je veux aider les gens à progresser, je veux aider les gens à construire leur liberté. Pour moi, le sens premier de la vie, c'est de progresser. Depuis toujours, je pousse mon entourage à investir. Donc à investir pour se construire une vie plus stimulante. D'ailleurs, ça m'a porté défaut, je me suis senti un peu rejeté en dehors du groupe quelquefois à cause de ça. Mon objectif est de rendre le monde plus libre. Et en fait, en poussant les gens à investir, je vais aider un maximum de personnes à devenir plus libres et à réfléchir par eux-mêmes, dans quel que soit le domaine. Je considère que l'argent, ce n'est qu'une énergie qui permet de vivre pleinement. Comme je te disais, j'en suis venu à aider Christopher en fait naturellement, puisque ça me faisait plaisir de lui enseigner les crypto-monnaies et du coup, c'est à ce moment-là qu'il m'a proposé de lancer une formation avec lui. Au début, voilà, je voulais rester discret, mais en fait, quand j'ai réalisé que ce projet était complètement aligné avec mon pourquoi, donc aider les gens à construire leur liberté, et en fait, à quel point ça allait être stimulant de pouvoir aider autant de personnes à investir, et ben j'ai dit allez feu, on y va, on se lance. Et du coup, aujourd'hui, on aide déjà 1350 personnes à réussir en crypto-monnaie et ça me permet aussi d'être sur scène devant des milliers de personnes, c'est extrêmement stimulant. Je veux aider autant de personnes que possible à atteindre leur liberté, afin qu'elles puissent passer autant de temps qu'elles le souhaitent à faire quelque chose qui les comble elles aussi, à répondre à leur pourquoi. Donc tu l'auras compris, ma plus grande valeur, c'est la liberté. Et j'estime que notre but ultime, c'est de s'épanouir en vivant tout ce dont on rêve. C'est pourquoi j'ai développé aussi une passion pour l'investissement. Donc me concernant, ça veut dire apprendre tous les jours, ça veut dire aider mon entourage à voir plus grand et à vouloir construire sa liberté, aider non seulement mon entourage mais aussi toutes les personnes qui souhaitent être accompagnées. Et concernant la crypto-monnaie et toi, mon objectif c'est de t'aider à passer à l'action, c'est de t'aider à maîtriser tes émotions et ta psychologie, c'est de t'aider à garder le cap sur tes objectifs, garder une vision, comprendre où on en est dans le marché, savoir quoi faire. Si à l'issue de cette formation et à l'aide en fait des analyses hebdomadaires que je te propose, tu as été capable de prendre des décisions par toi-même desquelles tu es satisfait, de prendre des bonnes positions et d'être serein en fait, d'être convaincu de la direction dans laquelle tu prends, alors ma mission sera accomplie. Donc pour conclure cette vidéo, je vais te résumer en fait si tu n'es pas déjà part de la formation Réussir en crypto, comment je peux t'aider dans cette formation. La première chose, c'est t'aider à comprendre comment et pourquoi investir dans les crypto-monnaies. Ça, j'essaie de le faire en simplifiant les sujets complexes et je vais le faire grâce à une formation vidéo de 8 heures où on couvre tous les sujets qui concernent les crypto-monnaies. Donc je te synthétise 7 années d'expérience en investissement en crypto-monnaie dans cette formation. Peut-être que tu trouveras des choses sur YouTube, tu verras que tu trouveras du contenu gratuit en effet, mais le fait d'avoir synthétisé toutes ces recherches, les avoir mis au même endroit, structuré et que tout soit fait en sorte que ce soit ludique et que tu puisses l'appliquer, tu verras que la formation t'apportera une grande valeur ajoutée, tu vas gagner énormément de temps. Éviter énormément de stress et gagner plus. Donc pour ça, tu as besoin de comprendre quand acheter, quand revendre, quoi acheter, quoi revendre. Et pour ce faire, en fait, chaque semaine, j'analyse complètement le marché des crypto-monnaies et je synthétise dans un rapport hebdomadaire que j'ai appelé le report, que tu reçois chaque semaine. Et en plus, je donne au moins un live par mois pour te donner une vision encore plus large et répondre à toutes les questions. Aussi, je veux t'aider à maîtriser tes émotions, à être capable de suivre les cycles. Donc ça, c'est pareil. Dans le report, tu auras tout ce qu'il faut connaître. Ces reports et ces lives aussi, ils te permettront vraiment de maîtriser tes émotions, de prendre du recul, d'être plus serein, d'être capable de vraiment timer les cycles à grande échelle du marché des crypto-monnaies et vraiment de le faire avec plus de sérénité. Enfin, j'ai vraiment envie que tu progresses, que tu te sentes valorisé et accompagné. Donc tu auras aussi accès à un Discord dans lequel il y a tous les membres de la formation. Aujourd'hui, c'est environ 1350 personnes. Ces membres en fait vont t'aider à échanger sur tous les sujets et de plus, moi, je réponds à toutes les questions chaque semaine. Donc sache que tu ne seras jamais laissé seul, tu auras toujours des réponses à tes questions. Donc pour conclure, merci beaucoup d'avoir été jusqu'ici dans la vidéo. Je tenais vraiment à faire cette vidéo, d'une part parce qu'on me l'a demandé beaucoup, mais aussi parce que je voulais synthétiser pas mal d'informations sur la partie mon expérience, dev perso, intelligence financière et crypto que je voulais te donner dans un seul contenu. J'espère que ça t'aidera autant que possible et on se retrouvera dans une autre vidéo pour un autre sujet.